Good morning. I call this meeting of the Standing Senate Committee on Banking, Trade and Commerce to order. Je déclare donc ouverte la séance du comité des banques et commerces. Donc c'est aujourd'hui la 8e séance de notre examen sur les monnaies numériques, y compris donc les risques et les menaces et les avantages des formes électroniques d'échange. Alors nous avons déjà reçu le ministère des Finances, l'Agence du revenu du Canada, la Banque du Canada. Nous avons entendu des témoignages dans le domaine de l'économie, de l'histoire monétaire et la cryptographie. Nous avons aussi entendu le groupe Bitcoin Strategy, le Bitcoin Exchange et BitAccess, donc qui fabrique le Bitcoin et qui nous ont donné une illustration vivante, une démonstration donc de leur machine ici en comité. Je vous rappelle donc au comité que le 9 avril 2014, j'ai acheté ici, devant le comité et devant tout le monde, en utilisant la machine automatique Bitcoin, j'ai acheté 0,18 Bitcoin pour 100 $ canadiens. Aujourd'hui, d'après l'information que j'ai obtenue ce matin à 10 h de CA Vertex, 0,18 Bitcoin valent maintenant 125 $ et 14 sous. Donc j'ai fait un gain de plus de 25 $. Ce matin, nous allons entendre donc des sociétés qui sont des réseaux de paiement. Nous allons recevoir d'abord deux représentants de deux compagnies qui s'intéressent à la monnaie fiduciaire, Interac et PayPal. Dans la deuxième partie de notre réunion, nous allons nous concentrer sur les réseaux de paiement de monnaie virtuelle et notamment BitPay. À la première heure, j'accueille de Interac Madame Caroline Huberstay, affaires extérieures et stratégie d'entreprise. Interac donc est un réseau de paiement qui permet l'accès donc à 60 000 guichets automatiques et 776 000 points de vente et terminaux dans le Canada. Alors ensuite il y aura de PayPal, M. Barry Murphy, directeur des relations gouvernementales, le Canada et l'Amérique latine. PayPal, donc, est une affaire de commerce électronique qui permet de réaliser des paiements et des transferts d'argent en utilisant Internet. D'abord, Madame Huberstay. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vous remercie de me donner la possibilité de comparer. Alors que nous n'avons pas d'expérience directe en matière de monnaie virtuelle, nous comprenons que le comité s'intéresse à notre rôle dans le marché des paiements et à nos innovations, particulièrement dans l'espace numérique et notamment en ligne. Donc j'ai le plaisir de vous fournir ces informations et ces renseignements. Interac est le plus important réseau de paiement au Canada. Notre entreprise exploite un système peu coûteux de paiement par débit de premier ordre que les Canadiens ont adopté. Notre marque est choisie en moyenne par 12 millions de fois par jour pour effectuer des paiements et échanger de l'argent au moyen de nos divers produits. Nous offrons aux gens un accès sécurisé à leurs fonds par l'intermédiaire de guichets automatiques, des commerces de détail partout aux États-Unis et au Canada, et aussi par l'intermédiaire de services web Interac en ligne pour les achats faits par Internet, pour les virements de fonds en ligne sécurisés entre particuliers. Ce dernier service étant de plus en plus utilisé par les entreprises, par les PME, comme solution de rechange au chèque électronique. De plus, le service Flash Interac, la version sans contact sécurisée de DB Interac, est largement utilisé par les détaillants à l'échelle du Canada et offre la plateforme pour les paiements par téléphone cellulaire au moyen de la technologie NFC. Nous sommes aussi leader en matière de détection et de prévention de fraude. À cet égard, limiter la fraude est essentiel au maintien de la confiance envers les paiements électroniques. J'ai le plaisir de signaler que les pertes imputables à la fraude par carte de débit Interac ont atteint en 2013 le plus bas niveau jamais. En effet, les pertes subies par les institutions financières sont passées d'un sommet de 142 millions de $ en 2009 à 29,5 millions de $ en 2013. Donc 7,3 millions de $, soit 25%, sont liés à l'exploitation au Canada et cette donnée continue de baisser.
Nous vous rappelons que les transactions Interac fonctionnent selon un modèle de disponibilité des fonds, ce qui signifie qu'il n'y a aucune contre-passation pour les marchands. Les consommateurs sont d'ailleurs entièrement protégés contre les transactions frauduleuses. Essentiellement, les produits de débit sont conçus pour aider les gens à accéder à leur argent dans leur compte bancaire. Ils doivent donc être protégés convenablement. Le débit est notre champ d'expertise. Et lorsque nous avons le contrôle de l'environnement des paiements, nous fournissons la preuve que nos compétences en prévention. Les Canadiens aiment utiliser nos produits et ils tiennent pour acquise l'accessibilité de ces solutions de paiement par l'entremise de canaux mobiles. L'an dernier, nous avons effectué avec succès les toutes premières transactions de débit au Canada au moyen d'un téléphone cellulaire doté de la technologie NFC. Comme vous l'avez entendu lors du témoignage de la Banque Royale, le portefeuille RBC optimisé par le nuage sécurisé RBC est compatible avec Flash et Interac. Les clients de RBC peuvent donc utiliser le portefeuille RBC pour régler des paiements partout où Flash et Interac est accessible. En outre, notre solution de paiement entre particuliers virements Interac de premier plan est aussi largement offerte par l'intermédiaire des plateformes bancaires mobiles des institutions financières. Nous travaillons activement avec ces dernières afin de soutenir leurs applications mobiles et de nous assurer que les consommateurs auront le choix de payer par débit au moyen de leur appareil mobile. Essentiellement, nous continuerons d'innover et d'aller de l'avant pour répondre aux besoins des consommateurs et des marchands. Le Canada offre un environnement très concurrentiel et novateur dans le secteur des paiements et de nouveaux joueurs font sans cesse leur apparition. Comme vous l'avez entendu, la gamme d'intervenants qui participent au système de paiement continue de croître. C'est aussi le cas des modèles commerciaux et technologiques par l'intermédiaire desquels les services de paiement sont offerts aux clients, aux commerçants et aux entreprises petites et grandes. En mettant en œuvre le code de conduite destiné à l'industrie canadienne des cartes de crédit et de débit en 2010, le gouvernement a reconnu clairement qu'il était nécessaire d'établir un meilleur équilibre afin d'aborder les problèmes de brouillage et d'autres tactiques susceptibles de créer une concurrence malsaine au sein de l'environnement des paiements de détail. Nous croyons fermement que le code de conduite et les objectifs de politique publique qui le sous-tendent devraient être maintenus pour les technologies de paiement, notamment le paiement mobile, et devraient servir de base aux initiatives. En résumé, nous sommes déterminés à proposer des innovations sur le marché des paiements et nous croyons que les produits et les nouveaux produits et les améliorations apportées devraient offrir un avantage concret aux utilisateurs finaux. Nous sommes tournés vers l'avenir, c'est pourquoi nous sommes d'avis que le cadre réglementaire devrait continuer d'évoluer afin d'atténuer les inégalités concurrentielles et de favoriser l'innovation dans le secteur des paiements. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Monsieur Murphy. Je m'appelle Barry Murphy, je suis directeur des relations avec le gouvernement pour PayPal au Canada. PayPal est une filiale d'eBay Inc. eBay met en lien des millions d'acheteurs et de vendeurs dans le plus vaste marché en ligne qui soit dans le monde. Des échanges commerciaux d'une valeur de 205 milliards de dollars y ont été enregistrés l'an dernier. Ça a été créé en 1998 pour faciliter les virements et les paiements de sécuritaires en ligne. PayPal a 148 millions de comptes actifs globalement, dont 5,5 millions ici au Canada. PayPal s'enracine dans les segments mobiles et numériques de l'industrie des paiements. Aujourd'hui, l'entreprise se trouve au premier plan du commerce numérique. Elle facilite la concurrence et fournit des moyens simples et sûrs de faire des achats, des dons ou des virements. Pour chaque tranche de 6 dollars dépensée en ligne, 1 dollar passe par PayPal. Permettez-moi de vous expliquer le fonctionnement de PayPal. Vous ouvrez gratuitement un compte PayPal en ligne ou au moyen de l'application mobile PayPal. Vous reliez ensuite votre compte PayPal à votre compte de banque et à une carte de crédit. Vous pouvez ainsi effectuer des transactions en ligne de façon hautement sécuritaire sans devoir divulguer de renseignements sur votre compte. Chez PayPal, la sécurité occupe une place fondamentale. PayPal permet aux gens d'envoyer de l'argent ou d'acheter des biens et des services sans devoir communiquer de renseignements financiers ou bancaires à des entreprises ou à d'autres utilisateurs de PayPal. Les entreprises peuvent aussi recevoir des paiements sans les coûts ou l'éventuelle responsabilité associée au traitement et à la protection de renseignements financiers de nature délicate. Votre portefeuille matériel contient probablement de l'argent, une carte de débit et une carte de crédit. PayPal est comme un portefeuille numérique dans lequel vous pouvez puiser des sommes de votre compte PayPal à partir de votre ordinateur personnel ou d'un téléphone intelligent en vue d'effectuer des achats en ligne au Canada et dans des millions de magasins dans le monde. Je sais que le comité sénatorial examine les questions qui touchent les devises numériques et virtuelles. PayPal est une entreprise de paiement numérique, mais elle n'accepte pas les devises virtuelles. Nous croyons que le Bitcoin jouera un rôle important dans les paiements et nous cherchons activement des moyens de l'admettre au sein de PayPal. Mais pour le moment, nous n'avons rien annoncé de la sorte. Le commerce en ligne est en plein essor au Canada.
56% des utilisateurs d'Internet au Canada disent avoir acheté des biens et des services en ligne l'an dernier. Cependant, comme l'indiquent de récentes données, les entreprises canadiennes en sont au balbutiement de leur périple en ligne car seulement 20% d'entre elles vendent des produits en ligne. Les petites entreprises constituent un moteur économique important au Canada. Toutes les 5 minutes, une petite entreprise s'inscrit auprès de PayPal pour accepter des paiements et ouvrir virtuellement ses portes à de nouveaux consommateurs au Canada et ailleurs. Il n'y a pas de coût d'installation ni de coût caché pour les petites entreprises qui veulent accepter des paiements en devises étrangères via PayPal. Les frais sont imposés par PayPal, sont transparents et indiqués sur le site web. La prochaine révolution commerciale est déjà annoncée avec en tête les services mobiles. 62% des Canadiens disposent d'un téléphone intelligent, soit le 3e taux de pénétration dans le monde. Les téléphones intelligents sont devenus une nécessité de tous les jours. Notre mode d'achat et de paiement s'en trouve modifié, de même que l'interaction des entreprises avec leurs clients. L'an dernier, PayPal a traité 27 milliards de paiements mobiles, soit 600 millions de dollars, de plus qu'il y a 3 ans à peine. PayPal traite les paiements mobiles de façon sûre depuis 2006 et les Canadiens utilisent un compte PayPal pour acheter des vêtements, des jouets et même des pièces mobiles à partir de leurs appareils mobiles. Récemment, nous avons fait affaire avec une entreprise canadienne ayant des points de vente afin d'offrir aux cafés, transporteurs d'aliments chauds et restaurants Toronto le moyen d'accepter les paiements de PayPal. Au moyen de l'application mobile PayPal, les gens peuvent maintenant effectuer des paiements dans plus de 80 cafés et restaurants et auprès de transporteurs d'aliments chauds. Pour terminer, PayPal cherche à créer des expériences simples et sûres pour que les gens puissent effectuer des achats, des dons et des virements en tout temps à partir de l'appareil de leur choix. PayPal aide les entreprises canadiennes de toute taille à tirer parti des possibilités de commerce en ligne et mobile et à établir des liens avec les 148 millions de titulaires de comptes PayPal actifs dans le monde. Merci de m'avoir invité et je suis prêt à répondre aux questions. Le sénateur Bellemare et ensuite le sénateur Maltais. Merci d'être ici avec nous. Ma première question est une question de coût-bénéfice à vous deux dans votre plan d'affaires. On voit que les gens utilisent beaucoup Interact, on utilise beaucoup PayPal. Êtes-vous capable de comparer le coût pour le consommateur d'utiliser vos modes de paiement versus le mode de paiement de monnaie numérique? Est-ce que c'est plus avantageux d'utiliser Interact que la monnaie numérique? Est-ce que c'est plus avantageux d'utiliser PayPal? Donc, parce qu'en quelque part, il y a un coût que le consommateur paie, j'imagine. Alors, vous avez dû faire les comparaisons. Alors, je me demandais si vous pouviez nous expliquer. Je ne connais pas la structure des coûts des monnaies numériques. Je sais ce que c'est pour PayPal. S'il y a des coûts de transaction lorsqu'on utilise la monnaie numérique pour le consommateur, je pense que nous offrons un avantage très net. PayPal, c'est donc le vendeur, les détaillants? It's the seller, the merchants. C'est le marchand, le vendeur qui paye. Pour Interact, les transactions donc, des consommateurs font partie de l'ensemble des conditions de la banque. Donc lorsque j'ai une banque, j'ai plusieurs possibilités, la monnaie liquide, le débit, une carte de crédit. Nous sommes, une option à bas coût, donc pour que les marchands acceptent les paiements. Notre taux représente donc 0,6% d'un penny, d'un cent. Donc on en est donc pour le marchand à 5 cents, de 3 à 5 cents pour le marchand. Donc c'est effectivement à des coûts très bas. Ils sont peut-être pas aussi visibles, mais ils sont en quelque part, ils sont répartis de toutes sortes de manières. Je peux me permettre, j'aimerais ça. J'ai lu un article et il y a une citation ici d'un rapport qui a été tiré de Investment Bank
Goldman Sachs. J'aimerais ça que vous commentiez. C'est Michael Citron, a tax litigator with Spiegel Schomer. Donc c'est ce monsieur qui dit ici, si j'étais donc comme PayPal ou Money Risk, je serais très inquiet de l'arrivée des monnaies virtuelles numériques. I have not seen the article. Je n'ai pas vu l'article en question. Il y a des gens dans notre compagnie qui suivent effectivement les monnaies virtuelles de très près, sur la façon dont ça se développe et comment ça peut interagir avec nos produits. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Je ne sais pas. Comme je l'ai dit, le marché des paiements est un marché extrêmement actif, très compétitif, très concurrentiel. Donc, parmi tous les services financiers, je pense que tout le monde offre des propositions aux usagers aussi intéressantes que possible sur le plan économique. C'est ce que nous faisons chaque jour. Nous nous assurons que vous voulez effectivement avant donc le portefeuille physique ou le portefeuille virtuel. Donc l'important c'est d'abaisser les fraudes. Les gens ont de l'argent dans leur compte en banque, ils veulent que ce soit protégé. C'est ce que nous faisons, nous protégeons les comptes en banque. Si je peux me permettre, vous avez parlé d'un code. Est-ce que ce code peut s'appliquer aux monnaies numériques? It was developed Donc ça avait été mis au point à partir du problème des ventes de détail. Ça a été un outil très utile pour traiter ce secteur et ses besoins. Donc la monnaie virtuelle est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose effectivement qu'il faut suivre. Senator Maltais, to be followed by Senator Massicotte. Merci, Monsieur le Président. Alors, deux choses, je pense qu'il faut s'éclaircir. La première, il faut dépêcher de finir cette étude-là parce que notre président devient de plus en plus riche à chaque jour avec son Bitcoin et ça me donne des remords de ne pas en avoir acheté un aussi. L'autre point, et je m'adresse à Mme Humberstee. Est-ce que les guichets d'Interact qu'on a dans tous les banques puis dans beaucoup d'endroits commerciaux, est-ce que dans le futur, vous ne pourrez pas inclure avec vos guichets le système de Bitcoin? at this point in time, we do not. Nous ne le faisons pas en ce moment. Nous ne réglons aucune transaction par Bitcoin. Nous avons un cadre d'opération en place. Donc, par les guichets automatiques, nous faisons ce que nous avons à faire. Et pour le moment, nous n'avons aucun plan en ce qui concerne l'utilisation des bitcoins, mais je ne peux rien prévoir. Je parle, c'est une monnaie virtuelle, une monnaie d'avenir qu'on nous dit. Est-ce qu'au lieu d'avoir 2-3 sortes de comptoirs pour aller faire des transactions, on ne pourrait pas le jumeler ça quelque part puis en avoir un? Celui qui veut faire ses transactions en Bitcoin, une section Bitcoin au côté, celui qui sert comme moi d'Interact parce que je suis pas très informatisé. Et en fait, ça pourrait servir à tout le monde. As I said, at this point in time, what our system does. En ce moment, ce que nous faisons, c'est mettre les gens en rapport avec leur compte en banque dans les institutions financières. C'est notre rôle d'intermédiaire et c'est ça notre réseau. Je ne sais pas s'il y a des possibilités d'avenir pour les monnaies virtuelles, comme je pense que tout le monde s'y intéresse, comme PayPal. Oui. Et je pense que c'est l'examen du comité, c'est justement de faire œuvre de prévoyance, voir ce qui va se passer. Tout le monde doit voir un petit peu quel est son propre système, quelles seront les conséquences à l'avenir de cette monnaie virtuelle. Il s'agit de savoir quels en seront les impacts. C'est certainement quelque chose que nous suivons.
Monsieur le Président, on reçoit beaucoup de plaintes de citoyens qui ont été victimes de tentatives de piratage dans les comptoirs Interac. J'en suis un qui a eu une tentative et avec ma fille le 24 décembre, c'est pas la journée pour se faire barrer son compte, là, surtout quand tu es à l'épicerie. Qui est responsable? Est-ce que c'est la banque qui nous appelle, bien sûr, qui essaie de nous dépanner le plus rapidement possible? Dès qu'il y a une tentative, je ne sais pas par quel système, ils bloquent notre carte de guichet et ils nous appellent pour dire, bon, ben, on s'excuse, mais vous allez laisser l'épicerie à la caisse puis vous allez venir réveillonner frugalement. Est-ce que c'est la banque qui est responsable ou si c'est vous autres? It's a partnership. En fait, c'est un partenariat. Manifestement, votre relation est avec votre établissement financier. Ce sont des gens qui communiquent avec vous directement. Mais nous travaillons en partenariat avec les établissements financiers pour éviter la fraude. C'est donc un effort collaboratif et nous travaillons de très près avec les établissements financiers, les forces de l'ordre pour surveiller et déceler toute tentative de fraude et faire en sorte que vos fonds soient protégés. S'il y a des activités criminelles, nous voulons les empêcher. Mais tout à fait impeccable parce que ça se passe dans le temps à peu près d'une 30-35 minutes. La tentative le compte est bloqué. S'il y a eu une tentative, il n'y a pas de fonds qui peuvent être retirés, mais on ne peut plus réutiliser notre carte. Vous êtes bien consciente de ça. Mais moi, je trouve que votre système est tout à fait parfait. Est-ce que dans PayPal, c'est la même chose? Senator, we do take. Monsieur le sénateur, oui, pour nous, c'est très sérieux, les fraudes. Et il y a tout un service dans notre société qui travaille à détecter et à mettre un frein à la fraude. Alors, à part tous ces efforts, nous avons aussi un système de protection du commerçant et de protection de l'acheteur. Alors, s'il y a un problème pour ce qui est de la transaction, nous pouvons régler les problèmes si jamais cela survient. Merci, sénateur Maltais. Sénateur Massicotte, suivi de sénateur... Merci, Monsieur le Président. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Chers témoins, vous faites partie de la monnaie numérique et pour mettre les choses en perspective, quand on songe au nombre de transactions au Canada, quel serait le pourcentage de Interac et l'autre PayPal? Et quel serait le pourcentage en comptant? Quand on pense au paiement électronique, Interac représente environ 55% de toutes les transactions faites avec des cartes, et ça comprend les cartes de crédit, donc les paiements électroniques. Le comptant, c'est encore important pour des achats de moins de 20 $. Mais je pense que les technologies de paiement par contact, comme le flash, vont s'accaparer une plus grande part du marché. Pour ce qui est de PayPal, eh bien, le pourcentage est de une transaction électronique sur 6 à l'échelle mondiale. Et je pense que ce nombre est assez uniforme et correspond au Canada, donc 15% environ. Nous effectuons près de 9 millions de transactions quotidiennement. Donc, si on pense à la population canadienne et qu'on fait un calcul rapide, ça serait assez semblable. Donc, 15% des 55 Interac et 15% PayPal. Est-ce exact? Oui, mais ce sont deux modes de paiement différents. PayPal, c'est davantage pour le commerce électronique et moi, je vous parle des paiements par carte. Nous avons des services aussi de transfert de fonds, Interac en ligne, qui fait des transactions à hauteur de 13 millions au quotidien. Donc, il est difficile de subdiviser tout cela parce que ce sont des choses qui se chevauchent. C'est comme comparer des pommes et des oranges. Vous êtes deux experts, vous connaissez vos commerçants. Et cela étant dit,
j'aimerais un peu vous parler du code de conduite là, des marchands pour les transactions par carte. Depuis quelques années, les marchands peuvent donc offrir des rabais aux clients. Donc, vous êtes moins coûteux que les cartes de crédit. Donc, les commerçants préféreraient que les gens paient grâce à vos services que ceux des cartes de crédit. Et en fait, à Interact, les gens vous mettent au défi. Donc, quelle est la partie quelle est la part des rabais que les marchands peuvent remettre à leurs clients en utilisant vos services? Oui, le code de conduite permet aux commerçants d'offrir des rabais, mais on voit surtout cela chez les marchands de plus petite taille. On travaille avec la Fédération des entreprises indépendantes et on veut leur renseigner sur les choix qu'ils ont, justement, et leur présenter les avantages. C'est avantageux pour eux que quelqu'un paie par Interact plutôt que par carte de crédit. Donc, oui, c'est une conversation active que nous avons avec les commerçants pour les sensibiliser là-dessus. Oui, mais je ne vois... Chez moi, il n'y a pas de marchand qui offre des rabais. Eh bien, moi, je vis dans une localité de Toronto et il y a beaucoup de petits restaurants qui acceptent Interact et le comptant et non pas le paiement par carte de crédit parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Donc, ils offrent un rabais si les gens paient comptant ou par Interact. Bon, le code existe depuis 2010. Mais il s'agit, je pense, de sensibiliser les gens, les marchands, et nous jouons un rôle actif à cet égard. Si vous me le permettez, la relation de PayPal avec les commerçants est un peu différente. Nous offrons des tarifs constants. Les marchands, les commerçants savent exactement ce qu'ils devront payer. Il en va de même pour nos clients. Donc, peu importe aux commerçants quelle source de financement vous utilisez dans le cadre de votre compte PayPal pour effectuer vos paiements. Donc, si vous payez au moyen d'une carte de crédit très coûteuse, le commerçant continue de payer un tarif constant. Donc, nous disons aux commerçants, voilà ce que vous devez payer, c'est tout. Il y a quelques années, même dans le domaine d'Interact, il y a des gens qui commencent à gruger votre part de marché, mais tout n'est pas aussi peu coûteux que ce que vous offrez. Vont-ils capturer une plus grande part du marché? Est-ce que le consommateur connaît la différence entre ce que vous offrez et les autres produits? Oui, nous sommes un joueur important dans le domaine des cartes de débit. Il y a certains consommateurs qui ne font pas de différence entre une carte de crédit et une carte de débit. Et donc, les cartes de crédit sont notre principal concurrent. Voilà la menace imminente du point de vue concurrentiel. Mais un client qui achète un sac d'épicerie paie environ 3 ou 4 cents pour un achat de 100 $ avec Interact. Mais s'il paie, le client paie au moyen de sa carte de crédit, ça pourra lui coûter 40 cents et plus. Donc, pour une carte de débit, le maximum serait de 1,50 $. Mais pour nous, nous offrons aussi un tarif constant. Et voilà notre approche stratégique. Donc, les cartes de crédit ou les cartes de débit offertes par les cartes de crédit sont plus coûteuses. Et les commerçants ne font pas de différence. La façon dont le code de conduite est établi, à la disposition 6, on stipule qu'on ne peut pas avoir des éléments compétitifs sur la même carte. Donc, essentiellement, une fois que c'est accepté par les marchands, les gens nous élimineraient. Mais maintenant, on se concurrence sur les mêmes cartes. Interact, c'est pour les points de vente
et les autres systèmes sont pour les points de vente en direct ou le commerce électronique. Merci, sénateur Massicotte. La sénatrice Ringuette. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos témoins. Bon, je m'adresse d'abord à Monsieur Murphy. Ai-je raison de dire que PayPal ne fait pas partie de la réglementation du système de paiement canadien? Oui, c'est exact. Donc, PayPal n'est pas réglementé au Canada comparativement à Interact. Oui, vous avez raison. À quoi ressemblerait votre portefeuille de fraude? En avez-vous un? Êtes-vous susceptible à la fraude? Plutôt, vous avez dit que vous dédommageriez le commerçant et le client. Donc, quels sont les risques liés à la fraude avec votre système? Nous avons considérablement un bon nombre de ressources et que nous pouvons appliquer à toutes nos transactions pour réduire le taux de fraude. Je ne pourrais pas vous citer ce taux, mais je sais qu'il est extrêmement faible. Et nous offrons aussi la protection pour l'acheteur et le vendeur, qui protège les deux parties. Bon, je comprends le système PayPal. Un consommateur place un certain montant dans un compte PayPal et s'en sert pour faire des achats. Vous êtes en quelque sorte un facilitateur. Et à part nos mesures antifraude, comme vous l'avez dit, quelqu'un place de l'argent dans un compte PayPal. C'est une des façons de financer une transaction grâce à PayPal, mais il y a un bon nombre d'entre eux les financent avec un compte direct de leur banque. Donc, en plus de nos mesures antifraude, il y a aussi nos partenaires financiers qui luttent contre la fraude. Donc, du point de vue du commerçant, dans ce scénario, le commerçant doit donc payer le taux du consommateur. En fait, le marchand paie le tarif fixe que nous lui demandons, peu importe comment le consommateur ou l'acheteur finance sa transaction. Alors, qui absorbe les coûts des cartes de crédit? C'est vous? Dans ce cas, nous payons le frais d'interchange si c'est financé par carte de crédit. Ah bon? Donc, par exemple, un taux de 3%, ça c'est ce que les cartes de crédit exigent de la part des commerçants. Donc, vous transférez quel est le tarif que vous transférez? Et notre tarif habituel est de 2,9 plus 30 cents, donc 3,2%. On perd probablement de l'argent sur ce type de transaction. Ah, c'est intéressant. Donc, initialement, oui, je suis très intéressé par le scénario là, des cartes de crédit, mais nous tenons ce type de réunion pour discuter de Bitcoin, par exemple, et de BitPayment. Qui d'entre vous deux serait plus susceptible, dans un avenir rapproché, à accepter de faire des transactions avec Bitcoin? Eh bien, à l'heure actuelle, notre modèle porte plutôt sur les comptes bancaires des consommateurs. Donc, à l'heure actuelle, nous n'envisageons pas d'association avec Bitcoin ou les monnaies virtuelles. Donc, pour qu'Interact
puisse permettre les paiements par Bitcoin. La banque devrait accepter un compte Bitcoin. Oui, tout à fait. Et M. Murphy, oui, il en irait de même pour PayPal. Il faudrait permettre à PayPal, il faudrait que PayPal permette plutôt ce type de mécanisme, mais nous n'y songeons pas à l'heure actuelle. Il y a toutes les questions entourant la sécurité, la fraude, la transparence. Mais à l'heure actuelle, non, nous ne comptons pas intégrer ça à notre portefeuille PayPal. Merci, Monsieur le Président. Sénateur Tkachuk, oui, j'ai quelques questions. Nous examinons la question des monnaies numériques. Donc, une monnaie numérique comme Bitcoin n'exigerait-elle pas, pour que cela soit utile, alors ne faudrait-il pas que des organisations comme les vôtres fassent partie du processus? Comment utiliser Bitcoin sans faire affaire avec vous? Je pense que la réponse la plus simple aujourd'hui, c'est que le volume de transactions qui a lieu avec les Bitcoins, ce sont des transactions directes qui n'ont rien à voir avec les mécanismes de paiement financier que nous représentons. Les gens disent, je veux vous payer avec la monnaie Bitcoin, j'en achète et je vous le transmets. Je ne suis pas un expert, je ne sais pas comment ça fonctionne et quels sont les coûts. Mais maintenant, ça, c'est tout à fait distinct des réseaux de paiement financiers traditionnels. Avant que cela soit intégré dans nos réseaux, nous devrions décider de faire en sorte que cela soit intégré. C'est un peu comme une monnaie étrangère. En fait, pour avoir un accès universel au comptant ou à la valeur qui est représentée dans les bitcoins, par exemple, si vous voulez acheter une chemise, on ne peut pas payer par bitcoin si le commerçant n'accepte pas cette monnaie. Donc, tôt ou tard, il faudra échanger le bitcoin pour la monnaie dans le marché dans lequel vous faites votre achat, donc en argent américain, par exemple. Par conséquent, le bitcoin devrait maintenant faire partie du marché financier standard avant de pouvoir être utilisé à l'échelle internationale, non? Oui, je pense que vous avez raison, c'est exact. Bon, écoutez, je pense que je commence à comprendre. Alors, oui, ça va. Merci, sénateur Tkachuk. Voilà ce qui met un terme à notre première série de questions. Maintenant, nous cédons la parole à sénateur Mascott. Oui, pour aller un peu plus loin par rapport à ce qui a été dit par le sénateur Mascott, Tkachuk plutôt. La raison pourquoi on n'utilise pas Bitcoin, c'est que c'est pas très utilisé, c'est encore un petit joueur tout à fait marginal. Est-ce exact? Oui, vous avez raison. C'est une question de voir quelle est la valeur ajoutée qui est offerte par Bitcoin. Nous cherchons à obtenir la meilleure valeur et la plus grande sécurité pour nos clients et nous continuons de chercher. Bon, vous avez dit à la sénatrice Ringuette que vous ne faisiez pas partie du système de paiement canadien. Bon, vous voudrez peut-être éclaircir un peu votre réponse. Est-ce que cela veut dire que vous êtes moins acceptable et qu'il n'y a aucune réglementation auquel vous êtes assujetti? Y a-t-il des risques plus élevés? Non, je ne pense pas, parce que la quantité de ressources et d'énergie que nous mettons dans les mesures antifraude sont importantes et le fait que nous sommes liés aux établissements financiers partout dans le monde, au Canada et ailleurs, où nos clients financent leurs comptes au moyen de cartes de crédit, de comptes bancaires, de cartes de débit, eh bien, nous offrons des mesures de sécurité supplémentaires. Et nous sommes donc dans un intermédiaire. Et ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous payez au moyen de PayPal pour acheter quelque chose ou faire un transfert d'argent, eh bien, nous voyons les deux côtés de la transaction. Nous savons qui est le payeur et qui est le marchand.
Donc il y a beaucoup plus de transparence dans notre système qu'ailleurs. Donc vous faites donc là une espèce de paiement croisé ou de croisement de transactions. Non, c'est pas ça que je dirais. Mais nous gérons effectivement le flux du versement donc d'un bout à l'autre de la chaîne. Moi aussi, je vais vous poser une question qui est plus une affirmation. Puis je veux vos commentaires suite à cette affirmation. Nous avons entendu beaucoup de gens nous parler du Bitcoin et nous avons entendu beaucoup de gens nous parler du système de paiement. La monnaie numérique prétend éliminer les intermédiaires. En vous écoutant, ce que je comprends, c'est que, au fond, la monnaie numérique est un compétiteur effrayant par rapport à vous parce que vous êtes un intermédiaire et eux prétendent éliminer les intermédiaires parce que c'est de personne à personne. Alors, si je comprends bien, donc vous êtes en compétition et donc dans votre modèle d'affaires, ce que vous pouvez revendiquer par rapport au Bitcoin, c'est la sécurité versus le Bitcoin où il peut y avoir, comme on l'a vu, là, il y a eu des fraudes, il y a eu... donc, est-ce que mon affirmation est correcte? I think the general De façon générale, oui. En gros, oui, vous avez raison. C'est-à-dire que nous assurons une sécurité, une transparence en matière de transactions. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste du Bitcoin, donc je ne sais pas quels sont les flux, ni le coût de chaque transaction et de chaque étape. Mais en plus de la sécurité et de la transparence, je crois que nous sommes un avantage pour le consommateur et le marchand. Les spécialistes de Bitcoin nous ont dit que leur mode de paiement était parmi les plus transparents parce qu'on pouvait toujours voir qui achetait et qui recevait dans leur code informatique. Donc, il y a beaucoup de transparence également. Alors, je ne peux pas dire si c'est plus ou moins, là, mais ce n'est pas aussi opaque qu'on pourrait le penser et c'est très facile d'aller voir qui a fait les transactions. Mais c'était simplement pour comprendre, parce que le modèle d'affaires des bitcoins, c'est de dire, nous, on va révolutionner les mécanismes de paiement parce qu'on réduit les frais intermédiaires. Alors, c'est vraiment le message qui est transmis par rapport aux frais intermédiaires là, du système qui s'appuie sur les banques. And I say this often to people. Je le dis souvent aux gens, je travaille dans la finance, dans les services financiers depuis des dizaines d'années. Donc c'est une question un domaine, les paiements donc sont un domaine où il y a des tas de nouveaux arrivants, c'est très dynamique et il y a des tas de nouveaux entrants sur ce marché. Et ensuite, vous vous posez la question, quelle est la valeur que nous offrons à nos utilisateurs? Pour nous, nous sommes donc directement branchés sur votre compte en banque, tout est transparent, ce sont des paiements en temps réel, en ligne, etc. Et nous avons des frais très bas. Donc que ce soit les transferts, Interac en ligne, etc., c'est la sécurité qui compte le plus pour nous. Nous savons que les Canadiens attachent beaucoup d'importance à la sécurité des transactions et ils ne veulent pas donc s'inquiéter donc de la façon dont les versements vont être faits. Nous avons une technique avancée avec nos partenaires pour offrir le meilleur service. Vous voyez que d'année en année, nous voyons les fraudes diminuer en nombre. Donc nous ne nous reposons pas sur nos lauriers. Il s'agit pour nous donc d'expulser tous les criminels du système des paiements canadiens. Nous ne voulons pas qu'ils utilisent nos réseaux et que ça ait des conséquences pour nos usagers. Donc c'est une valeur essentielle pour nous. Sénateur Ringuette. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question qui s'adresse à Monsieur Murphy.
Où est votre matériel de traitement des données aux États-Unis, essentiellement? Donc les transactions, comme pour Visa et Mastercard, dans le système PayPal, toute cette information qui concerne les Canadiens se trouve aux États-Unis. Et ça ne relève pas de la loi sur la protection de la vie privée canadienne? Ça n'est pas protégé? Je pourrais vous répondre ultérieurement. Pour le moment, je ne peux pas répondre. La protection de la vie privée et le travail du commissaire, nous prenons tout ça très au sérieux. C'est votre première comparution devant ce comité et nous nous intéressons vivement à ce domaine et au domaine des modes de paiement et ainsi. Puisque vous ne faites pas partie du système des paiements canadiens, nous nous sommes intéressés il y a quelques années au blanchiment d'argent et à la réglementation qui est en place ici pour lutter contre le blanchiment et FinTrack, etc. Est-ce que vous êtes assujetti à cette réglementation? Oui, nous sommes partout, mais pas ici au Canada. Dans le reste du monde, oui, mais pas ici au Canada. Merci. Monsieur le sénateur Massicotte, vous n'êtes pas donc assujetti à la législation canadienne en ce qui concerne le blanchiment d'argent. Alors, quelqu'un qui déposerait 10 000 ou 15 000 dollars dans un compte ici au Canada, vous n'avez pas à faire de rapport à FinTrack. Je ne sais pas si nous sommes obligés d'en faire rapport à FinTrack. Il y a des dispositions donc, contre la fraude et le blanchiment qui sont mondiales. Et ça, certainement, ça interviendrait. Par exemple, supposons qu'il y ait un dépôt dans un compte PayPal de 10 000 ou 15 000 dollars. Est-ce que vous faites un rapport aux autorités américaines? Je ne peux pas répondre de façon précise à la question. Est-ce qu'on peut faire un dépôt directement à PayPal sans passer par une banque canadienne? Non. Au-delà de 10 000 dollars, comme c'est la question du sénateur Massicotte, est-ce qu'on peut faire donc directement un dépôt de plus de 10 000 dollars sur PayPal sans passer par une banque canadienne? Non, à moins que ça vienne par carte de crédit. Question inaudible du sénateur Massicotte. Sénateur Tkachuk, Monsieur Murphy, vous dites que PayPal existe depuis 15-16 ans. Donc, il y a 17 ans, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, vous faites 205 milliards de dollars. Et vous, donc, Interact depuis 30 ans. Bitcoin remonte à 2009, donc 5 ans. Et si je m'en souviens. Et ils en sont à 12 millions de bitcoins en circulation pour le moment. De votre point de vue et de là où vous êtes, et si vous voulez un petit peu prévoir, qu'est-ce que vous envisagez comme évolution dans les 5 ans qui viennent? Vous en avez un tout petit peu parlé. Est-ce que vous avez une idée de comment la façon dont ça va évoluer? Oui. Il va y avoir une mobilisation des paiements. Vous utilisez votre téléphone intelligent pour faire des paiements. Vous pouvez effectivement aller dans une pharmacie avec un code barre. Vous ferez le paiement automatiquement avec votre téléphone intelligent. Il y a 3 ans,
est-ce que les gens auraient pu prédire que les paiements mobiles se feraient de plus en plus? Ce n'est pas une révolution, mais c'est une évolution certainement sur la façon dont les paiements se font. C'est un moment extrêmement intéressant dans le monde des paiements. Et il est difficile de prévoir ce qui se passera dans 5 ans, mais il y a effectivement une généralisation du paiement mobile. Et si vous parliez donc du ministère des Finances et du Code de conduite, donc il s'agit effectivement là de prendre des mesures. Le ministère le fait. Ce serait la première étape. Je suis d'accord. Le paiement mobile évolue très rapidement. Il y a des nouveaux concurrents qui entrent tous les jours sur le marché. Il y a des compagnies, des sociétés à Silicon Valley où certains de nos anciens employés y travaillent. Où ils ont des budgets importants. Ils n'ont pas encore mis de produits sur le marché, mais ça va venir. Donc c'est un moment passionnant auquel nous assistons. Nous allons continuer à suivre nos concurrents. Vous parliez donc 12 millions de bitcoins en circulation en ce moment. C'est important, peut-être. Et c'est peu par rapport aux chiffres qui vous sont cités par Caroline et moi-même pour ce qui passe par notre réseau. Il y aura certainement une évolution du paysage. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut donc tenir compte de l'usager final, de savoir ce qu'il en retire. Et donc il a sa carte, etc. Et pour le moment, ça marche bien. Donc l'important, c'est la protection du caractère privé de l'information et aussi les fonds en question. Et pour le marchand, donc, quelle est la valeur? C'est ça qui est important. Et le marchand se demande, est-ce que je vais vendre plus? Est-ce que je vais rentrer dans mes frais? Donc il s'agit de savoir quelle valeur ça peut avoir, concrètement. Le sénateur Tkachuk, on parlait du téléphone mobile tout à l'heure. Est-ce que les téléphones mobiles emmagasinent toute l'information, par exemple, au moment où des paiements sont faits par téléphone intelligent? Il y a différents modèles. Il faut aussi donc sécuriser l'information dans le téléphone ou ailleurs, et c'est encrypté, et c'est à ce moment-là très sûr. Alors, dans certains cas, la transaction a lieu dans le nuage et à ce moment-là, aucune donnée n'est emmagasinée dans le téléphone. Vous voulez protéger, effectivement. Aujourd'hui, vous avez plus peur de perdre votre téléphone que de perdre votre portefeuille. Au nom de tout le comité, je remercie les témoins. Nous allons suspendre jusqu'à 11h30 où nous reprendrons. Merci.
Nous reprenons notre séance. Comme je l'ai mentionné plus tôt aujourd'hui, dans notre deuxième heure, nous avons un représentant de BitPay, qui est un système de traitement de paiement électronique pour les bitcoins. Elle permet aux commerçants en ligne d'accepter les bitcoins en tant que forme de paiement. Aujourd'hui, nous souhaitons la bienvenue par vidéoconférence d'Atlanta, M. Tim Bion, agent principal de la conformité de BitPay. Il a 21 ans d'expérience en tant qu'agent du risque. Il a travaillé à Visa, la Federal Reserve Bank de San Francisco, le Federal Deposit Insurance Corporation, qui est l'équivalent américain de CDIC, et il a été vice-président pour la banque Asahi LT. Je vous souhaite la bienvenue. La parole est à vous. Merci, membres distingués du comité, de me laisser. Allez-y, la parole est à vous. Je remercie les distingués membres du comité de l'occasion qu'ils m'offrent de leur adresser la parole aujourd'hui. Mon nom est Tim Bion, agent d'observation en chef de BitPay, une société de traitement de transactions dont le siège social est à Atlanta, dans l'État de Géorgie. Je me réjouis de l'intérêt que vous portez à l'utilisation des monnaies numériques et de l'étude que vous effectuez de cette question. Comme Bitcoin représente la part dominante du marché des monnaies numériques, mon témoignage sera centré sur Bitcoin et ne traitera pas des autres monnaies virtuelles. Je consacrerai également quelques minutes à BitPay, puisque nous sommes un chef de file dans les efforts visant à permettre aux commerçants d'accepter les bitcoins comme moyen de paiement. La société BitPay a démarré en mai 2010. Ses cofondateurs, Tony Gallippi et Stephen Pear, continuent d'en diriger les destinées encore aujourd'hui. Au cours des 3 dernières années, BitPay a convaincu plus de 30 000 commerçants d'accepter les bitcoins. Nos commerçants sont de petites et moyennes entreprises qui acceptent les bitcoins en plus de cartes de crédit et d'autres formes de paiement. Notre rôle dans l'écosystème Bitcoin s'apparente à celui des acquéreurs traditionnels de l'industrie des cartes de crédit. Nous sommes un agent du bénéficiaire, cherchant à aider les commerçants à régler des transactions sur les réseaux des Bitcoins. Les commerçants peuvent accepter les Bitcoins directement, mais l'automatisation de ce processus soulève de grandes difficultés et la plupart des commerçants préfèrent utiliser notre logiciel et nos services plutôt que d'essayer de se débrouiller seuls. Pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, BitPay a adopté une politique rigoureuse de connaissance de la clientèle en vue de vérifier toutes les opérations des commerçants. Nous devons savoir qui sont nos commerçants, ce qu'ils vendent. Nous voulons que l'accès à nos services soit limité aux bons acteurs. Nous effectuons une diligence raisonnable supplémentaire et nous écartons ceux qui ne respectent pas nos conditions d'utilisation. Nous vous avons transmis l'annexe A, dans l'annexe A, le texte des conditions d'utilisation. Grâce à ces politiques rigoureuses d'observation des lois de protection de sa marque, BitPay s'est mérité la réputation de société avant-gardiste dans le domaine des paiements. Bien que BitPay soit une société de traitement de transactions, il convient de signaler que celle-ci n'est ni un transmetteur de fonds, ni un échangeur de fonds, selon le sens du FinCEN. Nous n'agissons pas à titre de courtier négociant en vue de faciliter les transactions et nous n'offrons pas de services Bitcoin destinés aux consommateurs. Ceux-ci ne peuvent pas entreposer de fonds chez BitPay. Bien que nous traitions des bitcoins, notre modèle de gestion de traitement des transactions de commerçants et l'acquisition de commerçants, selon la terminologie utilisée par l'industrie des cartes de crédit. L'acquisition de commerçants a commencé dans les années 50 avec l'avènement des cartes de crédit et les efforts de marketing visant à convaincre les entreprises d'accepter les cartes de crédit. Au fil des ans, sont apparues des sociétés comme First Data, Fiserv et d'autres.
Les noms de ces entreprises ne sont pas généralement bien connus. Il s'agit d'entreprises qui exercent leurs activités à l'abri des regards et qui facilitent l'acceptation de paiements de commerçants comme un service d'entreprise à entreprise. La plupart des consommateurs, même si lorsqu'ils effectuent un paiement par l'intermédiaire de ces prestataires de services, ne sont même pas au courant de leur existence. Transportons-nous 40 ans plus tard. Dans les années 90, avec le lancement de la toile électronique, le World Wide Web, et du premier navigateur Internet. Les entreprises pouvaient créer un site Web pour atteindre la clientèle, mais comment pouvaient-elles recevoir un paiement d'une page Web? Ce sont les entreprises de vente par correspondance qui ont été les premières à trouver la solution. Si elles pouvaient accepter une carte de crédit dans une communication téléphonique, il semblait convenable qu'elles puissent aussi accepter une carte de crédit sur Internet. Les sociétés comme CyberSource et Authorize.net ont aménagé des passerelles de paiement pour le traitement des cartes de crédit sur Internet, de sorte qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, les cartes de crédit sont encore le moyen de paiement le plus fréquemment utilisé sur Internet. Toutefois, les cartes de crédit n'ont jamais été conçues pour Internet et sont donc sensiblement vulnérables comme moyen de paiement. Par exemple, l'année dernière, plus de 12 millions de personnes ont été victimes de vols d'identité, dans la plupart des cas par suite d'achats effectués en ligne. Les entreprises perdent plus de 20 milliards de dollars par année par suite de fraudes sur les paiements. Les banques d'acquisition et d'émission n'assument pas entièrement la responsabilité de la fraude et répercutent souvent les pertes sur les commerçants. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, l'acceptation d'une carte de crédit volée se traduira souvent par une perte, et ce, même si la banque a approuvé la transaction. Les commerçants acquittent des frais de carte de crédit importants, les frais les plus élevés étant acquittés par les petites entreprises familiales et les consommateurs au bas de l'échelle de revenus. Bitcoin est un système de paiement moins cher, plus rapide et plus sécuritaire. Il y a des différences entre les cartes de crédit et les bitcoins. Les cartes de crédit représentent une transaction de système tiré par opposition à une transaction à système poussé. Le client indique son numéro de compte et les identifiants secrets que l'entreprise peut utiliser pour tirer des fonds du compte. Mais cela ne va pas sans soulever un problème. Les identifiants utilisés pour tirer des fonds une fois peuvent être utilisés pour tirer des fonds plusieurs fois par la même entreprise. Il est à l'origine des vols d'identité et de la fraude dont nous sommes aujourd'hui témoins. C'est le problème fondamental des cartes de crédit. Prenez quelques instants pour réfléchir à cette question. Pourquoi donneriez-vous à quelqu'un un accès sans limite à votre ligne de crédit de 20 000 $ pour lui verser 20 $? L'invention de Bitcoin, une norme ouverte, un protocole ouvert et un réseau de paiement ouvert remonte à 2009. Bitcoin se sert de tout ce que nous connaissons concernant l'Internet, la sécurité et la cryptographie pour construire un système de paiement conçu pour Internet. Personne ne possède le réseau et personne ne le contrôle. Tous les utilisateurs sont collectivement propriétaires du réseau, de ses règles et de son registre. N'importe qui peut utiliser Bitcoin ou construire une application et afférente. Bitcoin s'apparente à Internet. N'importe qui peut utiliser Internet et construire une application par-dessus. Les paiements Bitcoin sont des transactions au système poussé qui diffèrent beaucoup des cartes de crédit. Je peux verser un montant à quelqu'un, je leur pousse le montant exact que je souhaite lui donner. Le bénéficiaire n'obtient pas mon numéro de compte, n'a pas mes identifiants secrets, il n'obtient pas la permission de tirer des fonds de mon compte. Je suis le seul à être en mesure de pousser une transaction. Bitcoin fonctionne semblable à des courriels et à des messages textes. Vous ne pouvez pas tirer des messages textes, on ne peut seulement que les pousser vers le destinataire. Pour les consommateurs, Bitcoin est un autre moyen de paiement qu'ils peuvent utiliser à leur gré. Une des principales raisons pour lesquelles un consommateur choisira de recourir à Bitcoin est que Bitcoin peut réduire, voire supprimer entièrement, le risque de vol d'identité. Il y a vol d'identité lorsqu'un criminel parvient à obtenir le numéro de compte de la victime et les identifiants de sa carte de crédit et les utilise pour effectuer des achats non autorisés. Lorsqu'il utilise Bitcoin, le consommateur n'a jamais besoin de révéler son identité pour effectuer un paiement, de sorte qu'il n'y a pas de données relatives à l'identité à voler et pas de risque de vol d'identité. Bitcoin est un immense gain pour les consommateurs. Il permet à 12 millions de personnes par année de ne pas subir les conséquences financières et les ennuis d'un vol d'identité.
Pour les entreprises, Bitcoin peut également mettre fin au problème de la fraude estimé à 20 milliards de dollars par année. Lorsque votre entreprise reçoit un paiement en Bitcoin, il est confirmé et il vous appartient. Il ne peut pas faire l'objet d'une opération à sens inverse et ni vous être retiré. Les entreprises peuvent maintenant se mettre en contact avec des clients dans les marchés émergents où ils ne pouvaient pas raisonnablement obtenir des paiements par le passé. Ce sont les petites entreprises familiales qui se montrent les plus enthousiastes au sujet du Bitcoin et les plus intéressées à l'adopter. Les entreprises qui acceptent les Bitcoins sont en train d'ouvrir de nouveaux marchés, de créer plus d'emplois. Toutefois, il y a des limites et qui feront en sorte que Bitcoin sera un petit joueur. Comparativement aux cartes de crédit, Visa, par exemple, qui peut trader 20 000 transactions par seconde à l'échelle mondiale. Bitcoin ne peut en traiter que 7. Pas 7 milliers, mais 7 transactions par seconde. Aujourd'hui, le taux moyen sur le réseau Bitcoin est d'une transaction par seconde. Par conséquent, par rapport au réseau de cartes de crédit, de débit et de paiement au traitement automatique et des chèques et des virements télégraphiques, il y a 50 000 fois plus de transactions qui se font au moyen de réseaux traditionnels qu'au moyen du réseau Bitcoin. Il y a également des contraintes concernant la capacité d'utilisation des Bitcoins. La masse monétaire mondiale de Bitcoin vaut environ 8 milliards de dollars. Comparez ce montant à la base monétaire M2 qui est de l'ordre de 70 milliards et vous constaterez qu'il y a dans le monde 8000 fois plus de fonds en devises traditionnelles qu'en Bitcoin. Bien que de faible ampleur, Bitcoin permet dorénavant d'effectuer des transactions que l'on considérait auparavant impossibles. Souvent, lorsque des parties échangent des actifs, ce qui est échangé est une représentation numérique de l'actif, comme une action à la bourse. Mais grâce à Bitcoin, il est maintenant possible de transmettre un actif à distance et de régler la transaction immédiatement et non pas 3 jours plus tard, et ce, sans risque de contrepartie. Ce type d'instrument est sans précédent. Les possibilités de ce règlement instantané à l'échelle mondiale sont fort intéressantes. Et c'est là que réside le véritable potentiel de Bitcoin. La chaîne de blocage Bitcoin, qui est le registre public des Bitcoins, est une immense base de données de droits de propriété. Elle peut traiter des quadrillions de comptes individuels d'actifs et comporte une chaîne entière de surveillance chaque fois qu'un actif est transmis d'un parti à un autre. Ça semble intéressant, mais Bitcoin est une technologie qui ne remplacera pas le dollar canadien ou américain, ni l'euro, ni l'or, mais il pourrait détruire les systèmes de paiement conventionnels. Aujourd'hui, les banques prélèvent de nombreux frais de découvert, frais de dépassement de limites, de crédit, frais d'intérêt, frais de constitution de dossier de prêt, frais mensuels, frais d'autorisation, frais de traitement, frais de guichet électronique, frais d'entretien, frais de solde minimum, etc. Avec Bitcoin, les utilisateurs peuvent gérer eux-mêmes plusieurs de leurs besoins quotidiens de paiement et éviter les frais bancaires. Bitcoin peut aussi offrir des avantages à nos institutions financières, surtout dans le domaine des transferts étrangers, les virements internationaux et les devises étrangères. La période régulière d'1 à 3 jours s'appliquant à plusieurs types de transactions peut être réduit à un intervalle de 1 à 3 secondes. Bitcoin est une technologie porteuse d'immenses économies pour les entreprises et les consommateurs. Bitcoin est une solution plus sécuritaire, plus rapide et plus abordable pour les virements de fonds. En conclusion, Bitcoin en est à ses premiers pas. Il s'agit d'une technologie qui s'apparente à Internet au début des années 90. Grâce au leadership gouvernemental antérieur, Internet a pu évoluer et se développer à tel point que cette technologie a sensiblement amélioré nos conditions de vie. Si nous nous projetons dans 10 à 20 ans, nous verrons plusieurs entreprises reposant sur une technologie liée à Bitcoin. Internet a trouvé sa première application dans le commerce avec des entreprises comme Amazon et PayPal, dont vous venez d'entendre les témoins. Au fil du temps, des applications nouvelles et perfectionnées destinées à Internet sont apparues. Les moteurs de recherche, les médias sociaux et les grosses sources de données sont de puissantes industries reposant sur Internet. Où en serions-nous aujourd'hui
concernant les applications gratuites comme les médias sociaux, si Internet avait été trop lourdement réglementé dans ces premières années, l'innovation avait été bloquée. Je me réjouis de voir le comité utiliser l'utilisation des devises électroniques et des applications futures. Merci encore une fois de me donner l'occasion de prendre la parole. Je suis prêt à répondre à vos questions. Monsieur Beyond, merci beaucoup pour ces déclarations. J'aimerais revenir un peu au début de votre déclaration. Vous dites que BitPay fait affaire avec près de 30 000 commerçants à l'heure actuelle. Pouvez-vous dire au comité quels sont, ou nous donner un profil de ces commerçants? Bon nombre de ces commerçants sont de petites entreprises familiales. Mais comme vous avez pu le voir dans les communiqués de presse, progressivement, les sociétés, les entreprises plus traditionnelles commencent à faire affaire avec nous. Hier, Expedia a annoncé qu'elle allait utiliser Bitcoin. Pour ce qui est du marché canadien, par exemple, SCPCA, une entreprise en Colombie-Britannique, accepte Bitcoin pour l'achat de produits. Un autre exemple, Tiger Direct, un magasin électronique qui accepte les bitcoins comme méthode de paiement. Merci beaucoup. La sénatrice Bellemare. Est-ce que vous m'entendez bien en français? La traduction est bonne? Yes, it comes out perfectly. It's coming out all right? Oui, je l'entends très bien. Je ne peux pas vous voir, mais je vous entends très bien. Alors, j'ai quelques petites questions. Bon, la première, c'est technique, là. Vous parlez que les entreprises ont perdu 20 milliards de dollars par année au niveau des fraudes. Je voulais savoir, c'est dans le monde ou c'est aux États-Unis? I think that is globally, but Je pense que c'est à l'échelle mondiale. Et ce sont des chiffres de l'an dernier. Malheureusement, cette année, il y a eu d'immenses problèmes de fraude dans les magasins Target et je soupçonne que ces chiffres vont augmenter. Avec vous de votre modèle d'affaires, de votre entreprise, vous dites que vous aidez donc les marchands à utiliser cette nouvelle technologie de monnaie numérique. Pouvez-vous nous faire part un peu de comment ça fonctionne, votre technologie? Qu'est-ce que ça coûte aux marchands? Et est-ce que c'est compatible, votre modèle d'affaires, avec l'introduction de services de carte de crédit avec le Bitcoin? Ou c'est complètement incompatible avec les modes de paiement traditionnels? En d'autres mots, vous vous spécialisez dans la monnaie numérique et ça ne ferait pas de sens de vous spécialiser, d'offrir des services traditionnels en même temps. Voilà ma question. Et j'en ai une autre sur l'identité, les vols d'identité. sure, let me take that question. Oui, je vais répondre à cette question d'abord qui comprend de nombreux éléments. D'abord, je ne pense pas qu'il existe une carte de crédit à Bitcoin, peut-être dans l'avenir, mais à l'heure actuelle, ça n'existe pas, à ma connaissance. Mais bon, pour ce qui est de notre modèle d'affaires, qui tarifons-nous? Écoutez, cela est expliqué sur notre page web et nous avons des forfaits très raisonnables. Le premier plan, ou régime plutôt, ou forfait, ne coûte rien. Mais ce qui est plus important, c'est que nous avons des forfaits qui commencent à 30 $ par mois. Et le niveau suivant de service commence à 300 $ par mois. C'est un tarif fixe. Donc, si vous effectuez de nombreuses transactions à 30 $ par mois ou 300 $ par mois, c'est quand même assez raisonnable. Donc, j'espère que vous pouvez constater que ce sont des coûts très faibles et cela s'explique du fait que nous voulons
que les bitcoins se répandent et que les gens comprennent la valeur que nous leur offrons. Nous voulons donc stimuler les marchands à examiner ce que Bitcoin et BitPay plutôt peuvent faire pour eux, parce que nous estimons que c'est très rentable pour eux. Les frais pour les marchands sont nullement liés au volume des transactions. Donc, plus le marchand utilise le Bitcoin, plus il amortit finalement ses frais, les frais de vos services. Absolutely. And, Absolument. Et si je peux m'avancer un petit peu plus, le coût pour les marchands payent donc en gros de 3%. Et aussi pour la fraude et ce qu'on leur réclame, donc ça va de 1% jusqu'à 10% quelquefois pour ces marchands en ligne. Avec Bitcoin et avec BitPay, nous réduisons cela au coût nominal de $30 fixe par mois ou $300 forfaitaire, donc avec $0 ou 1% donc pour les transactions. Par rapport au vol d'identité, vous dites que le Bitcoin, on ne peut pas voler l'identité, c'est très difficile à s'approprier donc des identifiants personnels pour aller frauder le consommateur. Comment est-ce compatible cette absence de transparence, ou c'est peut-être pas le bon mot, mais comment est-ce compatible cette sécurité identitaire avec le fait que nous avons ici, au Sénat, entendu beaucoup de spécialistes nous dire que l'utilisation du Bitcoin était quand même très transparente et qu'on pouvait suivre l'évolution de transactions et même identifier les partenaires à une transaction. Alors, pouvez-vous réconcilier là, ces deux faits? yes, I'll try because Je vais essayer parce que c'est une question importante. Quand les gens parlent de transparence pour les transactions Bitcoin, ce à quoi ils font allusion, c'est la transparence du grand livre, de façon générale de la comptabilité. Tout ça est effectivement inscrit dans le grand livre de notre comptabilité. Et l'avantage, c'est que ça assure des transactions validées existent, qu'il n'y a pas double emploi des bitcoins. Et le grand livre, la comptabilité est à chaque fois mise à jour, à chaque fois qu'il y a une transaction qui a été validée. Mais pour ce qui est de la protection des renseignements privés, quand je vous envoie des bitcoins, par exemple, j'ai, moi, une clé personnelle que seul je détiens, et il faut que je connaisse votre clé qui est comme votre adresse à laquelle envoyer les bitcoins. Et j'ai besoin de ma clé pour pouvoir vous envoyer des bitcoins à votre adresse publique. Cette clé privée reste complètement confidentielle et ça n'est jamais inscrit dans la comptabilité. Seulement les clés publiques. Il y a donc transparence sur ce que mon adresse publique a envoyé à votre adresse publique. Ça, c'est transparent. Votre enthousiasme aussi, vous expliquez très bien. Merci. Thank you. The Deputy Chair of the Committee, Senator Hervieux Payette. Le sénateur Hervieux Payette, vice-présidente du comité. Ensuite, le sénateur Tkachuk. Ce qui m'inquiète le plus concernant le Bitcoin, c'est le sort des gouvernements qui ont à collecter une taxe de vente, qui ont à collecter des impôts, des sociétés, tout ça, et la comptabilité de toutes ces transactions, parce que vous avez beau nous dire que chaque transaction n'est pas très élevée, mais comme le Bitcoin, c'est considère pas nécessairement comme une monnaie à ce moment-là, et qu'elle ne vaut pas toujours la même chose, et qu'à un moment donné, ça peut valoir 200 fois. Alors, avez-vous pensé aux impacts sur le plan de
toute la fiscalité qui est reliée au Bitcoin? What is needed is Ce dont on a besoin, alors les États-Unis donc ont reçu des explications du IRS, c'est que Bitcoin c'est une propriété et les marchands doivent enregistrer les paiements comme lorsqu'ils ont reçu des paiements par voie de carte de crédit ou en liquide et ils payent donc un impôt sur le revenu là-dessus. Il y aura donc des éclaircissements comme cela pour tous les pays. Du côté de la comptabilité, il nous incombe tous, consommateurs ou commerçants, de régler nos responsabilités comptables. Les marchands doivent effectivement enregistrer de façon comptable tout ce qu'ils font, que ce soit par bitcoins, carte de crédit ou en liquide. En ce qui concerne les monnaies de chaque pays, il n'y a pas d'augmentation de 200% d'un mois à l'autre, alors que dans le cas de Bitcoin, on a vu des augmentations fulgurantes. Après ça, on a eu des baisses aussi. Alors, comment en fait de compte, vous suggérez que c'est le changement de la valeur des Bitcoins peut se faire de façon très importante et en tenir compte au niveau autant, comme je vous dis, de la fiscalité que de la comptabilité? Les fournisseurs de services Bitcoin tels que BitPay fournissent des soutiens, des services de soutien pour aider donc les marchands et les consommateurs à suivre leur débours ou leur rentrée en Bitcoin. Qu'il s'agisse de personnes ou qu'il s'agisse d'institutions ou de marchands ou d'entreprises qui par exemple, vont accepter des bitcoins en mois de janvier ou au mois de juillet avec un taux de conversion. La valeur marchande de bitcoin est assez volatile. Oui, tout le monde est d'accord. Il y a des hauts et des bas. Mais au fur et à mesure qu'on se familiarisera et que ça se généralisera, cette volatilité se réduira. Nous vivons dans un monde plein de risques. Le yen monte et baisse, le dollar américain fluctue, le rias brésilien lui aussi fluctue, a beaucoup fluctué depuis un an. Cela fait partie des hauts et des bas. Et c'est la même chose pour le Bitcoin. Thank you. Senator Tkachuk. Does your company operate? Does it operate like PayPal? Est-ce que votre entreprise fonctionne comme PayPal ou comme Interac? Comment est-ce que mon paiement, mon versement vous parvient? Moi, qui suis détenteur de Bitcoin, par exemple, et comment ensuite, si j'ai fait un achat chez un détaillant, exactement comme pour des dollars canadiens, donc qui passent par le compte à la Banque Royale, par exemple, vous devez avoir une espèce de compte en banque Bitcoin, en utilisant ces termes de façon assez laxiste. Et il y a des fournisseurs de services comme Zappo et d'autres qui fournissent ces services comme une banque de Bitcoin. Ce sont des fournisseurs de services et vous leur demandez donc de détenir vos Bitcoins que vous pouvez ensuite utiliser quand vous dépensez. Moi, je suis un petit entrepreneur, donc je reçois des bitcoins. Cela ne veut pas dire que mes fournisseurs utilisent des bitcoins ou simplement peut-être la moitié d'entre eux ou 75%. Est-ce qu'il y a beaucoup donc de liquidités sur le marché des bitcoins?
est-ce que je peux utiliser donc ces bitcoins et utiliser ça comme une liquidité? Est-ce qu'il y a un frais de transaction pour cela important? Donc c'est ce que nous faisons à BitPay, c'est que nous soulageons le marchand il n'a pas besoin, lui, de s'occuper de cela. Nous allons l'aider à trouver la possibilité de liquider. Et il peut, par exemple, effectivement, utiliser leur valeur fiduciaire ou leur monnaie fiduciaire à 100% s'il le désire, et le marchand donc reçoit ce qu'il veut. Voilà pourquoi il y a de plus en plus maintenant de fournisseurs de services dans l'espace Bitcoin qui apparaissent pour aider les consommateurs et aussi bien les entrepreneurs et marchands, commerçants. Lorsque j'utilise vos services pour accepter des Bitcoin comme paiement, je peux vous dire, moi je voudrais une monnaie canadienne uniquement, ou je peux dire, je veux simplement des Bitcoins, c'est ça? Absolument. Vous avez parlé donc de vos fournisseurs. Imaginons que vous soyez un entrepreneur qui a un restaurant, par exemple, et vous avez un fournisseur qui vous fournit des serviettes de table en papier, de l'alimentation, du matériel. Si l'un de ces fournisseurs veut être payé en Bitcoin, vous pouvez utiliser votre compte Bitcoin pour les régler. Mais, malheureusement, pour le moment, ça n'est pas accepté par tous ces Bitcoins. Et les marchands, les commerçants ont demandé donc qu'il y ait une conversion possible en monnaie normale, en dollars canadiens par exemple, pour payer leurs fournisseurs. Alors du côté du fisc, donc aux États-Unis, pour le fisc, le Bitcoin est une propriété, un bien. Si j'ai un versement en Bitcoin par exemple, pour $100 par exemple, utilisons pour l'équivalent de $100. Donc j'ai $100 donc de valeur en Bitcoin et je laisse ça dans mon compte Bitcoin par exemple. La transaction que j'ai effectuée se faisait donc pour un Bitcoin, $100. Mais à la fin de l'année, donc ce Bitcoin vaut $200 par exemple. Est-ce que je paye des impôts de gains en capital puisque ça n'a pas été converti en dollars? Ça a une valeur maintenant de $200 au lieu de $100. Alors, je ne suis pas en train de... Peut-être que je devrais vous payer pour cette consultation, mais nous voulons comprendre, donc il faut être concret. C'est là que la définition du fisc américain intervient. Et ils ont été très clairs à l'IRS. Ils ont émis une décision en disant que c'est un bien. Moi, je ne suis pas comptable. Mais si vous avez, par exemple, un Bitcoin qui vaut $100, qu'au 1er janvier, au 31 décembre, vous faites un achat par exemple, de matériel électronique, et que votre Bitcoin vaut $200, vous avez utilisé ce Bitcoin qui est passé à $200 de valeur. Moi qui ne suis pas un expert comptable, je dirais que vous avez un gain à court terme de $100 parce que votre Bitcoin a pris de la valeur. Vous avez utilisé cela, par exemple, pour acheter $200 vous avez un gain. Ce serait un gain en capital? Oui. Monsieur Bion, je vais être très simple là et vous proposer ceci. Un commerçant est inscrit chez vous et il a quelque chose que je voudrais acheter et c'est inscrit donc pour $50 américains et je décide que je veux acheter ce bien de $50 et que j'ai suffisamment de Bitcoin dans mon compte
et que je sais que c'est beaucoup plus que 50 $. Par exemple, maintenant, d'après ce que j'ai appris, ça vaut 125 $ depuis ce matin, ce que je détiens. Alors, comment est-ce que je fais? Est-ce que j'appelle le commerçant ou est-ce que j'entre en contact avec vous? Bonne question, merci. Tout se passe de façon très facile. Donc, vous avez votre commerçant en ligne. Donc, il y a un bien de 50 $, par exemple, un service à thé. Alors, ce sera donc indiqué comme 50 $ canadiens, par exemple. Vous cliquez et ensuite, nous fournissons la suite du service. Vous dites, par exemple, je veux payer par PayPal. PayPal, donc, fait cela. Si vous voulez faire ça par Bitcoin, vous aurez une facture donc de conversion Bitcoin qui va apparaître. Et par exemple, un Bitcoin vaut 150 $ canadiens et vous aurez besoin donc d'un tiers de Bitcoin, 0,33 Bitcoin. Ça apparaîtra tout de suite. Vous utiliserez votre compte Bitcoin, où qu'il soit, pour payer donc 0,33 Bitcoin. Et c'est ainsi que votre commerçant touchera l'équivalent des 50 $. Moi, je ne connais rien je ne sais rien sur BitPay. Je traite avec le commerçant qui est en contact avec vous et ensuite ça apparaît sur l'écran. C'est ça? Oui. Et de façon très large, nous sommes comme un fournisseur de logiciels, de techniques de l'information. Nous sommes au service de l'entreprise, du commerçant, pour qu'il accepte les bitcoins. Sénateur Green. Est-ce que vous avez des concurrents? Oui, nous avons beaucoup de concurrents. Qu'ils soient donc des fournisseurs de services Bitcoin ou aussi dans le paysage compétitif, nous voyons que nous sommes une alternative à Visa, Mastercard, American Express, etc., PayPal. Mais à l'intérieur du marché Bitcoin ou du réseau Bitcoin, vous avez des concurrents? Oui. Et ce que je vais vous dire, c'est public, c'est connu, nous avons des tas de concurrents. Coinbase, Bitnet. Et on en voit donc qui apparaissent comme des champignons de jour en jour. Est-ce que vous fournissez ce genre de services, des services comparables aux autres monnaies numériques? Non, pas pour le moment. Pour le moment, nous utilisons simplement Bitcoin pour effectuer des versements aux commerçants. Vous avez parlé de liquidité et de la généralisation de la monnaie numérique. Bitcoin a une bonne capacité de liquidité. On verra ensuite ce que ça donnera. Monsieur Billon, au nom du comité, je vous remercie, Monsieur Billon, pour avoir participé à cet échange qui a été très utile. Merci de vous être déplacé. La séance est levée.